Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir pour la dernière séance de l'année, la 6e de l'année, qui nous amène à la moitié du séminaire, puisque le séminaire est prévu avec le Collège international de philosophie pendant 6 années, ce qui veut dire qu'on a déjà fait 3 ans et qu'il reste 3 ans à faire. J'y reviendrai un tout petit peu à la fin, mais effectivement, cette séance est symboliquement pour nous faire passer dans une possibilité de comprendre toujours cette philosophie critique de l'innovation avec une perspective philosophique qui est la nôtre. Et pour ce soir, je termine donc la thématique concernant la sobriété. Et la sobriété, son lien possible avec l'innovation, ou en tout cas, tel que je l'ai noté ce soir, la sobriété comme mode de vie. Un rappel de la séance précédente, qui était il y a maintenant un peu plus d'un mois, qui était consacrée à l'idée de société conviviale, à partir d'une démarche à la fois phénoménologique, pour comprendre l'essence de ce que peut être une société conviviale. Et pour ça, on s'était appuyé sur les travaux d'Ivan Illich, et on avait vu qu'une société conviviale repose sur des outils au service des individus, des communautés, sans aliéner leur liberté. L'outil devient un vecteur d'émancipation, de coopération, contrairement à une société dominée par une hypertechnologie ou une productivité effrénée. Et pour ça, la dernière fois, j'avais avec vous exploré 3 exemples, 3 tentatives d'exemples communautaires qui nous permettent d'imaginer une société conviviale, à la fois Auroville en Inde, Christiania au Danemark et une communauté plus originale autour du naturisme. Nous avons alors observé comment ces communautés réinventent les liens humains, l'innovation sociale et la sobriété. Ces initiatives prouvaient que des modes de vie alternatifs, parfois utopiques, sont également des laboratoires où s'expérimentent des réponses à une crise écologique, à une crise sociale, à une crise humaine. La phénoménologie, dans l'approche husserlienne, nous invite toujours à revenir aux choses mêmes, c'est-à-dire à suspendre nos croyances pour voir le monde tel qu'il apparaît. Ainsi, les sociétés conviviales nous donnent à percevoir une intentionnalité nouvelle, un monde où la sobriété, la proximité et le partage remplacent la domination des outils, notamment l'hypertechnologie, et la course à la croissance. Enfin, la dernière fois, nous avons vu ce qu'était le retour à l'essentiel par Husserl notamment, où l'homme, dans son dépouillement, sa créativité et sa liberté, devient l'acteur de son propre devenir. Ce parcours, la fois précédente, nous a conduit à redécouvrir l'idée d'homme, un être en quête d'équilibre, capable de se réapproprier son environnement, son corps, sa communauté, un être qu'on avait dit en conclusion comme Zarathustra pour la version nietzschéenne, qui descend de sa montagne pour construire avec les autres un monde plus convivial, sobre et vivant. Dans cette dernière séance, aujourd'hui, pour conclure notre année, nous allons revenir finalement à notre première séance, en s'intéressant à la sobriété en tant que telle, notre thème de l'année, mais avec cette évidente évolution suite à tout ce qu'on a pu couvrir ensemble pendant cette année. Pour commencer, la sobriété comme mode de vie, je vais regarder de nouveau, revenir une nouvelle fois à la charge de cette notion de couvrir ses besoins et échapper à l'abondance. En effet, nous avons commencé notre séminaire annuel avec cette question des besoins. D'où viennent les besoins? D'où viennent nos besoins? Et nous avons couvert à ce moment-là cet aspect avec l'épicurisme. La première séance était tournée autour de cette notion d'épicurisme, puisque l'épicurisme nous avait posé la question qu'est-ce qu'un besoin naturel et nécessaire par rapport à un besoin non naturel, non nécessaire, ou un besoin non naturel et non nécessaire. Et on avait mis ça en perspective avec les besoins artificiels qui semblent créés. Dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, en 1755, avec le bon sauvage, Rousseau souligne qu'en l'absence de la sobriété et des institutions, l'homme serait d'une certaine manière meilleur, il serait autonome.
satisfait de ses besoins essentiels, manger, boire, dormir, se reproduire, et serait en autonomie et également en harmonie avec son environnement. L'homme serait alors défini par une certaine innocence morale et il ne connaîtrait ni le mal ni le bien. Les notions de bien comme de mal pour Rousseau sont des notions qui sont construites par la société. Le point central nous concernant, c'est que l'état de nature est caractérisé par un état statique, où le bon sauvage ne chercherait pas justement à innover, tel que nous on l'aborde ici, ou à améliorer son sort, car à l'évidence, il ne ressentirait pas de désir, pas de besoins artificiels qui sont toujours fabriqués par la société, qui corrompt ce que nous sommes, pour Rousseau, naturellement hommes. La quête de savoir et d'innovation, finalement, si l'on regarde avec Rousseau, détournerait l'homme de sa quête d'une existence authentique et vertueuse. Ici, je cite Rousseau. « Les sciences, les arts et les lettres jettent des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer dont ils sont chargés. » Ce que veut nous dire ici Rousseau, c'est qu'il souligne que pour lui, l'apparence séduisante du progrès, qui est représentée ici par les guirlandes et les fleurs, sur les chaînes de fer, ont finalement un poids, finalement quelque chose qui vont nous asservir, parce qu'on est marqué par le progrès, et ce progrès-là, il est marqué par les fers. Il dira cette phrase très célèbre chez Rousseau, « L'homme civilisé naît, vit et meurt dans l'esclavage ». Quand on avait regardé la question de ce qui pourrait nous aliéner ou ce qui pourrait finalement rendre moins autonome l'homme, on avait regardé plus particulièrement le capitalisme dans les précédentes séances. Et il ne semble pas faire de doute que celui-ci est non pas à l'origine, mais entretient des besoins, car c'est sa raison d'être, et cela s'articule avec l'offre et la demande et les autres effets que peuvent être le productivisme ou encore la recherche de performance dans un espace concurrentiel donné. Une autre hypothèse que je n'ai jamais abordée encore ici sur la question des besoins et qui semble être intéressante. Autrement dit, pour le reformuler brièvement, la question des besoins, on la voit avec l'épicurisme, mais je ne reviens pas dessus, la première séance était dédiée à ça, les besoins naturels et nécessaires. Le deuxième aspect peut être la société qui construit, et ça c'est plutôt Rousseau qui nous dit « Regardez, les besoins sont faits par cette société civilisée, alors que nous n'en aurions pas besoin si la société civilisée ne nous obligeait pas à cela. » Mais il y a une dernière hypothèse que je souhaite soulever ici. Elle est soulevée par Illich, et qui serait liée à la notion de christianisme. Dans l'ouvrage « Libérer l'avenir » à propos du christianisme, ce que va faire Illich est particulièrement intéressant, et je vous soumets ça à votre sagacité. Il émet l'idée que c'est le christianisme qui a influencé notre façon de penser le monde et le configurer dans son organisation et ses valeurs par le productivisme, et cela malgré la sécularisation. Derrière le christianisme, il y a une organisation avec une entreprise ecclésiastique qui est à la tête d'une structure qui emploie, et Illich le démontre, plusieurs millions de personnes et se constitue finalement à partir d'un seul besoin, qui est celui du salut. Il n'y a pas de salut sans service individuel. Ici, on est presque dans un vocabulaire foucaldien, qui, à l'évidence, sont fournis par des professionnels au nom d'une institution qui est l'Église. Dit autrement, et c'est l'autre hypothèse que je mets ici en perspective avant d'aborder plus en détail la sobriété comme mode de vie, puisque c'est évidemment à cette partie de cette notion de besoin que se constitue la sobriété telle qu'on l'a vu précédemment, c'est l'Église qui aurait créé la notion même de besoin en exprimant le fait que nous avons besoin du salut. C'est en exprimant cette notion de salut qui est donnée, notamment par l'entreprise ecclésiaste qui est l'Église, que le salut naît. On voit bien qu'il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse évidemment des besoins artificiels, on avait déjà abordé ça, celle de l'épicurisme, j'en ai déjà parlé, celle de Rousseau par la société, mais il n'est pas intéressant de regarder dans quelle mesure, alors c'est valable pour le christianisme, ça n'est pas moins vrai pour la religion en général, c'est pas mon propos ici, mais de dire que le salut peut être une forme de besoin. La question qui se pose n'est peut-être pas forcément la question du besoin et de sa création, mais une notion intéressante qui serait celle de l'incitation. C'est-à-dire
la mise à disponibilité, la mise à disposition, qui sans contrôle, sans maîtrise, incite à créer le besoin. Pour l'expliquer autrement, c'est l'abondance qui crée le besoin. C'est ce qu'il y a en plus, c'est le surplus. D'ailleurs, dans un autre ouvrage de Illich, en 1975, dans cet ouvrage qui s'appelle « Énergie et équité », Illich explique que la crise de l'énergie, celle de 75, des années 70, résulte de l'abondance du pétrole, de la trop grande capacité à consommer de l'énergie. Ainsi, ce ne sont pas les pénuries qui seraient responsables des crises, comme par exemple on l'a vécu avec l'Ukraine concernant le pétrole, concernant les céréales, concernant les métaux, mais c'est au contraire l'accoutumance préalable à l'abondance qui engendre la crise, dès lors que celle-ci n'est plus présente. Et Illich ici est assez cinglant. Je le cite. « Je prétends qu'au-delà d'un niveau critique de consommation d'énergie par tête, dans toute société, le système politique et le contexte culturel doivent dépérir. » Ce point-là n'est pas anodin. Pour le faire comprendre, ou plus exactement pour le mettre en perspective, je voudrais citer avec vous l'expérience Univers 25. Univers 25 est une expérience qui date des années 60-70 par John Calhoun. L'expérience est faite sur des souris qui visaient à explorer les effets de la surpopulation sur les comportements sociaux. L'expérience commence avec la construction de l'univers, qui était dans un environnement clos, une espèce d'énorme cage, avec plusieurs niveaux, 256 compartiments à l'intérieur. La nourriture, l'eau est absolument sans limite. L'espace est conçu sans prédateurs. Et il est conçu également pour répondre aux besoins matériels de 3000 souris. Dans la phase d'installation, il y a 8 souris, 4 couples, qui sont introduites dans cet univers, dans cette cage. Et au début, les souris explorent cet univers, cet environnement. Et spontanément, ils commencent à se reproduire. Puis il y a une phase de croissance, exponentielle au début. La population doublait tous les 55 jours. La communauté prospérait et les souris formaient donc des groupes sociaux. Il n'y avait alors aucun signe de dysfonctionnement. Au bout d'un certain temps, il y a une phase de stagnation quand la population atteignit 600 individus. Je vous rappelle que l'expérience fait qu'on peut mettre 3000 souris à l'intérieur. Aucune problématique d'eau, aucune problématique de nourriture. Il y a une densité qui commence à affecter les comportements sociaux, quand bien même la place est présente. Les souris développèrent des habitudes déviantes, agressivité excessive, hypersexualité, cannibalisme, abandon des plus jeunes. S'ensuit à ce moment-là une phase de déclin, où les comportements se détériorent davantage avec des sous-groupes qui apparaissent comme, je cite, des mâles beaux, c'est-à-dire des mâles qui cessent toute activité sexuelle sociale et y passent leur journée à manger, à dormir, à se nettoyer. Les femelles se retrouvent isolées, se retirent dans des groupes, deviennent agressives, abandonnent toutes leurs petits. La dernière phase, l'effondrement de la population. Celle-ci finit par cesser de croître, chute de manière progressive puis radicale, et la reproduction cesse complètement. Malgré cela, et les ressources abondantes, malgré cela, il n'y a aucun comportement de survie qui se mit en place. Les dernières souris moururent sans jamais atteindre la capacité maximale de l'univers de 3000 individus. La recherche alors se met à faire quelques conclusions. Est-ce que c'est la surpopulation? Est-ce que c'est l'abondance de nourriture, d'eau, d'espace également, avec une incapacité à l'activité sociale? On appelle ça la mort comportementale, qui est amenée à avoir une mort physique, une mort réelle, mais elle en passe par une mort comportementale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mort physiologique, puisqu'il y avait de quoi se nourrir, il y avait de quoi avoir de l'espace, et il n'y avait aucun prédateur. Donc on passe par une mort de comportement qui va générer une mort physiologique, physique. Cela suggère que les dynamiques sociales sont essentielles à la survie d'une communauté et que ce n'est pas une question d'abondance. À l'évidence, on ne peut jamais affirmer que les souris et les humains peuvent réagir de la même manière. Il n'empêche,
qu'il y a des comportements culturels, des comportements psychologiques qui se ressemblent et que l'expérience Univers 25 est souvent interprétée non pas comme un copier-coller de ce qui peut nous arriver, mais plutôt comme un avertissement sur la question de l'abondance et notre capacité à la gérer, les effets d'un surpeuplement qui n'est pas lié à l'espace. Un surpeuplement n'est pas forcément lié à un espace, c'est simplement une capacité de savoir vivre ensemble, dans une structure sociale. Et nous pourrions finalement résumer cette aventure et cette expérience-là avec l'abondance tue, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer. Je ne dis pas, vous m'avez compris, que la famine ne tue pas. Ce n'est pas mon propos. Je parle au contraire de sociétés plutôt développées, incapables d'aborder la sobriété comme un mode de vie et qui va plutôt réclamer quelque chose d'autre. Et c'est face à l'abondance dont on s'habitue qui va finalement finir par nous tuer. L'exemple avec l'Ukraine que j'ai mentionné tout à l'heure. Avant de déterminer ce que serait la sobriété comme mode de vie, rappelons ce à quoi la notion elle-même de mode de vie fait référence. Un mode de vie philosophique repose sur une articulation toujours essentielle entre d'une part la théorie et d'autre part la pratique. Il n'y a pas de mode de vie uniquement tourné vers une pratique, il n'y a pas de mode de vie tourné uniquement vers une théorie. C'est systématiquement une articulation entre les deux qui va créer un mode de vie. La philosophie, dans l'Antiquité, était loin d'être un simple exercice intellectuel, se voulant une manière de vivre, une transformation concrète de l'existence qui engage l'individu dans un processus continu de réflexion et d'action. Autrement dit, le philosophe dans l'Antiquité ne se contente jamais d'élaborer des concepts, il a besoin de les incarner, ces concepts. Sa pensée ne prend sens que si elle est traduite dans des actes, dans un rapport toujours cohérent, on pourrait dire homogène, mais avant tout cohérent, entre d'une part les discours qu'il prononce, les écrits qu'il peut formuler, et sa conduite. C'est précisément cette dimension vivante de la philosophie que la philosophie elle-même va trouver une clé dans ce que l'on nomme des exercices spirituels. On a vu ça notamment dans la partie 1 et 2 de notre séminaire, où j'avais détaillé les pratiques héritées des grandes écoles antiques, stoïcisme, épicurisme et cynisme, qui visent à transformer la manière dont nous percevons le monde et notre propre existence. Je les répète, on les avait vus, mais rapidement, c'est méditer, examiner sa conscience, lire, écrire, sont des moyens concrets de prendre soin de soi, de cultiver un mieux-être face aux difficultés de la vie, et c'est surtout l'adoption d'un mode de vie. C'est-à-dire qu'on est dans un mode de vie dès lors que l'on va pratiquer ces exercices spirituels. On va avoir d'un côté la praxis, qui va être la pratique, de l'autre, la théoria, qui va être le discours ou le savoir. C'est en quoi la philosophie est avant tout un chemin d'expérience, une discipline de soi, à minima dans l'Antiquité, qui engage l'individu dans un processus continu de conversion et d'élévation. De conversion parce qu'on va devenir quelqu'un d'autre, en se convertissant à la philosophie, mais également d'élévation puisqu'on cherche, par la maturité ou la pratique d'exercice spirituel, à s'élever. Celle-ci, la philosophie, ne peut jamais être dissociée de la vie du philosophe lui-même. Ses actes, ses choix, son mode de vie doivent devenir l'expression visible de sa pensée. Ce point-là est important. Le mode de vie, l'acte, est l'expression visible de la pensée. L'alliance entre contemplation et action, la philosophie antique nous montre que penser, c'est aussi vivre autrement. Et cette tension créatrice entre le discours et l'action, entre la théoria et la praxis, qui donne la philosophie finalement dans sa dimension la plus importante, la plus totale ou globale, celle d'une manière d'être au monde, pour le dire avec un principe husserlien, heideggerien ou en tout cas phénoménologique, où la quête de la sagesse est inséparable de la pratique quotidienne. Autrement dit, je ne peux pas déclamer la sagesse sans la pratiquer moi-même. Si on élargit au-delà de la philosophie, qu'est-ce que peut être un mode de vie ? Nous pourrions dire que c'est une combinaison de pratiques quotidiennes, un ensemble de choix, de routines,
qui organisent la vie de tous les jours. Ça peut être les pratiques alimentaires, les loisirs, les relations sociales. Le mode de vie n'est pas moins un marqueur d'identité sociale. Il reflète l'appartenance sociale et culturelle. Par exemple, les modes de vie vont varier selon la classe sociale, le niveau d'éducation, le lieu de résidence ou encore l'âge, et deviennent alors des signes de différenciation sociale. C'est aussi une médiation entre l'individuel et le collectif. Bien qu'il soit souvent perçu comme un choix individuel, c'est mon mode de vie d'agir de cette manière-là, c'est aussi influencé par des structures collectives. L'économie, la culture, les normes sociales. Il est le résultat d'un équilibre entre autonomie personnelle et contraintes externes. Mais un mode de vie, c'est aussi une perspective de transformation sociétale. Les modes de vie évoluent avec les mutations écologiques, économiques, culturelles, technologiques. Des exemples simples, l'essor de la mobilité va nous donner un mode de vie tourné autour du véhicule. Il peut être vélo comme il peut être véhicule motorisé. Une digitalisation des pratiques, par exemple, dans lequel on va se regarder plutôt un écran et des informations sur Internet plutôt que regarder un document papier. Les préoccupations écologiques, si on se met à trier ses déchets ou on se met à acheter certains types de vêtements, par exemple. Tout ça vont constituer ce qui va faire notre mode de vie. Mais souvenez-vous ce que j'ai dit, la question n'est pas simplement de s'interroger sur la mise en œuvre à proprement parler, mais aussi pourquoi je le fais d'un point de vue théorique. Si on articule nos deux approches de ce qu'est un mode de vie d'un côté, la sobriété de l'autre, qui est notre sujet ici, il faut dans un premier temps être donc en mesure de savoir de quoi nous parlons en termes de théoria. Ce qui veut dire que je ne peux pas développer un mode de vie tourné vers la sobriété si je ne sais pas de quoi je parle. Concrètement, ça veut dire quoi? Constitution de textes, de discours, de concepts, de propositions de ce qu'est la sobriété. Tout ce qu'on a pu voir, par exemple, pendant l'année. D'un point de vue théorique, c'est donc comprendre les tenants et aboutissants, les arguments et les critiques de ce pourquoi nous avons à adopter une sobriété. Donc ça, c'est la première partie. C'est la théoria. Il est question, alors, de penser la sobriété. Nous ne sommes pas encore en train de la pratiquer. C'est par exemple s'en nourrir, la méditer comme je l'ai dit, avec une notion importante qui est celle du grec mélété, c'est-à-dire que la sobriété comme mode de vie, c'est la sobriété à partir de la méditation grecque mélété qui signifie l'exercice et l'entraînement. Je m'exerce, je m'entraîne, et on est d'accord que pour l'instant, je suis qu'au niveau intellectuel de la sobriété. C'est-à-dire que je pense à ce que je fais, je réfléchis à ce que je fais. On pourra adopter ce même exercice que je suis en train d'expliquer, qui est extrêmement simple. J'essaye simplement de mentionner auprès de vous ce que peut être la sobriété comme mode de vie, qui peut ensuite être sur d'autres éléments. J'ai expliqué sur la mobilité, sur la digitalisation ou d'autres choses. Je suis forcément obligé de réfléchir ce pourquoi je fais ce que je fais. Ce pourquoi je fais ce que je fais. Autrement dit, je le prendrai plus tard, mais pour l'appliquer à un autre élément, vous pourriez l'imaginer avec le végétarisme. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je le suis? Est-ce que je le suis par crainte de nuire à un animal, à une entité vivante par exemple? Est-ce que c'est parce que je vois la souffrance causée dans les abattoirs? Est-ce que c'est par exemple la question du réchauffement climatique à partir de ce que l'on peut faire, etc., etc. C'est-à-dire que j'ai une pensée de ce pourquoi je fais ce que je fais. Je reformule une dernière fois pour être sûr d'être compris. Si par exemple je suis végétarien à cause d'une allergie de viande ou de poulet ou de poisson, ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas dans un mode de vie végétarien. Vous me suivez? L'idée donc, quand je fais ça, c'est-à-dire sur le mode de vie de la sobriété, comme ça pourrait être le cas sur le végétarisme, eh bien, je suis dans une posture d'analyser la situation et où j'en suis par rapport à telle ou telle démarche, en l'occurrence celle de sobriété. C'est-à-dire qu'on essaye de porter un regard sur notre état. Et ici, nous avons une démarche philosophique, c'est-à-dire une démarche qui nous conduit vers une forme de sagesse, vers un chemin qui peut être complexe, mais qui en commence par une idée simple qui est intellectuellement, d'un point de vue de la théoria, d'un point de vue du discours, qu'est-ce que cela veut dire? Je suis alors dans ce que l'on appelle l'attentio en latin. L'attentio, c'est la concentration de l'esprit.
Je me concentre sur l'action de tendre mon esprit vers quelque chose qui me paraît essentiel. Le terme attention lui-même, suivez-moi bien, je suis sur mélété, exercice, entraînement, j'avance avec attentio qui va tendre l'esprit, et j'avance vers un autre terme d'attention qui est en grec prosoké. La prosoké, ça partage la même racine que la notion de prière. Et il y a une conjonction entre attention et prière. L'acte de prier, comme dans la méditation, qui nous invite à penser la sobriété comme une forme de dévouement, au même titre qu'une idée de transcendance. Et donc, toujours dans cette première partie-là, vous voyez à la fois la question intellectuelle de comment je forge un mode de vie, une dimension ou un axe intellectuel qui se met en perspective avec une dimension que l'on pourrait d'une certaine manière appeler une première forme de pratique, qui va être je tends mon esprit, je réfléchis à cela et je suis dans la prosoké, c'est-à-dire dans une forme de prière. Et à ce moment-là, je vais me mettre concrètement à écrire. Qu'est-ce que cela représente pour moi, la sobriété? L'idée est de s'arrêter et d'écrire. L'écriture permet toujours la distance, le décalage avec ce que nous pouvons ressentir. Je suis ici en train d'exprimer de manière très claire la notion d'exercice spirituel que j'ai fait notamment dans les séances précédentes, où là j'exprime avec des éléments concrets et opérationnels comment ça se met en œuvre. L'écriture permet la distance, un décalage de ce que nous pouvons ressentir. Écrire permet de mieux formuler, de mieux comprendre ce que, dans le cas de la sobriété, nous apprenons, apprécions ou non. La lecture est un autre exercice spirituel dans ce cadre de la démarche toujours intellectuelle. C'est lire ce que les maîtres peuvent en dire, c'est lire le savoir scientifique, la connaissance sur le sujet, et ce que représentent ces lectures sur moi-même. Enfin, dernier exercice spirituel clé, que j'utilise ici pour cette notion de théoria pour la sobriété, c'est le dialogue. Interroger, discuter avec ceux qui sont engagés dans ce sur quoi nous voulons axer notre tension, notre prière, la sobriété ici. Autrement dit, la sobriété dans cette première étape comme mode de vie n'est pas de tout repos. Et on ne peut jamais déclarer ou se déclarer pratiquer un exercice spirituel sans ce travail conséquent, qui est ce travail intellectuel nécessaire. Il y a un effort pour mettre en place ce que l'on pourrait appeler un corpus. Quel est le corpus intellectuel qui me fait ensuite développer mon mode de vie? J'ai besoin d'en passer par là. Et encore une fois, je le répète, mon propos ici est de le montrer à partir de la question de la sobriété, comme il peut être sur un autre thème en tant que tel. Mais par contre, la méthode est la même, systématiquement. La deuxième étape est celle donc de la pratique, de la praxis en grec. Elle est évidemment la plus importante, puisque c'est la mise en cohérence de nos pensées, tout ce que l'on a fait dans notre corpus, dans notre vie. Et c'est ici, évidemment, que le sens de ce qu'est un mode de vie peut prendre naissance. Il s'agit désormais de s'interroger sur le quotidien, les routines qui organisent notre vie de tous les jours. Ça peut être l'exemple, comme je l'ai pris à l'instant, de l'alimentation. De quoi ai-je réellement besoin? Ça peut être la question des vêtements. Qu'est-ce qui est nécessaire? C'est l'exemple des loisirs, des voyages, qui peuvent être financièrement coûteux en CO2, comme en argent en tant que tel. Qu'est-ce que va m'apporter le voyage? C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est dans une disposition de réflexion à ce pourquoi je fais ce que je fais. L'objectif ici, il est de se détacher, se décoller, ou en tout cas se séparer d'un écrasement intellectuel qui ne serait plus envisageable autrement. Je cite ici Fénelon. Fénelon, XVIIe siècle, dans Les aventures de Télémaque. Il s'interroge sur ce thème à propos des citoyens de l'utopique béatique. Je le cite. Quand on leur parle des peuples qui ont... Ici, ce qui est important avec Fénelon, c'est la pensée de la sobriété qui est construite et argumentée avec toujours en exergue quelles sont les conséquences. Je reprends la question de tout à l'heure, pourquoi je fais ce que je fais? Et cela interroge aussi
comme nous l'avons fait dans la deuxième séance, où nous nous sommes demandé ce que peut être la sobriété relationnelle. Le nombre d'amis, de contacts, de dîners, de déjeuners, de soirées, de rencontres. C'est toujours s'interroger sur les marqueurs d'identité sociale que l'on recherche et qui seraient à l'encontre ou au contraire en faveur d'une approche de notre sobriété comme mode de vie. Cette mise en œuvre de l'exercice spirituel de la sobriété comme mode de vie s'inscrit à l'évidence dans un choix, dans un processus individuel. Cela peut être d'ailleurs perçu extérieurement comme une décision radicale, comme ce que j'ai appelé tout à l'heure avec vous, une sorte de conversion, une articulation nouvelle avec le reste du monde, avec le collectif, qui peut sembler difficile puisque adopter un mode de vie est souvent en marge de la société traditionnelle, en marge de la société donnée, apprise, normative. C'est donc une sorte de conflit qui s'opère entre la volonté du mode de vie sobre et les structures collectives, normatives, de l'économie, de la culture, des normes sociales, qui nous rappellent au bon vouloir de la société de consommation. Pour le dire d'une autre manière, la société de consommation nous forge dans un mode de vie, nous pouvons nous en détacher si et seulement si nous avons cette sobriété comme mode de vie, c'est-à-dire cette réflexion première dont j'ai parlé, et puis la mise en œuvre de l'autre. Et c'est pourquoi l'adoption de ce mode de vie est le résultat d'un équilibre entre autonomie personnelle et contrainte externe, mais qui n'est pas sans risquer un rejet de soi, c'est-à-dire un rejet de ce que nous avons été d'un côté, et un rejet des autres. C'est cependant à ce prix, d'une certaine manière comme étant pionnier, et je le dis avec un accent cynique de Diogène en lui disant ça, que l'on engage une perspective des transformations sociétales. Autrement dit, c'est à partir d'argumentations et de modes de vie radicales qui sont premières et qui sont pionnières qu'une société peut être transformée. Pour le dire d'une troisième manière différente, le grand soir de la transformation sobre pour l'ensemble de la société n'existera jamais. C'est forcément à partir d'un tout petit nombre de personnes pratiquant cette forme de sobriété comme mode de vie par les exercices spirituels qui constituent leur corpus et qui mettent en œuvre, qui peuvent être les premiers. Cette dimension-là, forcément, interroge sur la notion ou pas de subir ou pas la transformation. Je m'explique. Celle de la sobriété, c'est l'accepter ou l'encourager compte tenu du fait que de toute façon, ce sera inévitable. Est-ce qu'on veut être les pionniers d'un mode de vie sobre ou est-ce qu'on veut être contraint de l'appliquer ou de se la faire appliquer ? Compte tenu des environnements complexes, sociétaux, sociaux, écologiques, on peut supposer que l'humain devra appliquer cette mode de vie, ce mode de vie appliqué sur la sobriété. On peut supposer, et je ne veux pas polémiquer dessus en le disant comme ça, mais on peut supposer que l'humain sera en mesure de s'adapter aux changements que réclame la sobriété. Pourquoi ? Parce que les propositions, tout simplement, n'existeront plus. On appelle cela, on pourrait appeler ça plus exactement, ça n'existe pas, c'est quelque chose que je propose auprès de vous, d'appeler ça l'amnésie de l'abondance. L'amnésie de l'abondance s'appuie sur la fameuse théorie ou concept de l'amnésie environnementale, que vous connaissez probablement. Pour le dire rapidement, il ne nous manque jamais ce que nous ne connaissons pas. Il ne nous manque pas ce que nous ne connaissons pas. Par exemple, et c'est l'amnésie environnementale, la nouvelle génération ne remarque pas la quasi-absence de papillons, parce qu'elle n'a jamais connu l'abondance passée. Les références environnementales évoluent, comme les références culturelles évoluent elles aussi. Et c'est pas moins vrai sur un possible ou une possible manque d'abondance du pétrole, de l'énergie, de certaines nourritures. Peut-être même que ce sera identique pour la température, qu'elle soit chez nous. Il y a quelques décennies, la moyenne d'une température à domicile, c'était 17 degrés. C'était courant, c'était la moyenne. Aujourd'hui, elle est à 21 degrés chez soi. 22 degrés, quelle que soit finalement la température extérieure, puisqu'on va réguler à partir d'un chauffage ou d'une climatisation. L'adaptabilité humaine peut toujours être dans deux sens. Et cette question de l'amnésie existe.
Et finalement, on pourrait dire que cette amnésie est porteuse d'espoir. Cette amnésie est porteuse d'espoir puisque l'abondance déclinant, nous ne savons pas ce que nous n'avons pas connu. Alors, cette notion de sobriété comme mode de vie individuel s'interroge sur une forme de rapport à la vérité. Le mode de vie sobre est un mode de vie qui peut être un rapport à cette notion de vérité que l'on entend au sens phénoménologique du terme, c'est-à-dire comme un processus de dévoilement. Le dévoilement qui serait fait pour atteindre cette vérité. Ainsi, lorsque nous avons cherché une forme de vérité phénoménologique avec nos sociétés conviviales, la vérité est non seulement l'adéquation de la pensée à des faits objectifs, mais aussi une révélation progressive de ce qui est, par expérience, par le langage, par la relation au monde. Nous dévoilons, nous découvrons une forme de vérité. La question que je pose ici, c'est dans quelle mesure la sobriété peut renvoyer au rapport de ce dévoilement de l'être ou de ce que nous souhaitons être. En effet, la sobriété, on l'a vu plein de fois, plusieurs fois, je ne le répète pas, c'est la modération des désirs, c'est la régulation des excès, c'est être en mesure de se dépouiller des illusions et des faux besoins, c'est veiller à se tourner vers l'essentiel, et à ce titre, penser que la sobriété est également un moyen de se rapprocher de la vérité de notre être. Loin des excès, qui sont des illusions, ceux de la surconsommation. La sobriété, au contraire, suppose, mais ça implique un retour à soi, notamment par cette construction de corpus que j'ai mentionnée, mais aussi par la pratique. Mais ce retour à soi implique un rapport à la subjectivité. Qu'est-ce que ce retour à soi, sans qu'il soit édicté par une idéologie ou par un système? Autrement dit, peut-on être dans un rapport à soi dans une société de consommation? La subjectivité de la vérité, on pourrait le dire avec Kierkegaard. Je le cite. « Je suis une manière d'être de la vérité. Je suis une manière d'être de la vérité. » Et vous comprenez bien la notion complexe ici d'un dévoilement de l'être à la vérité, mais en même temps la complexité de dire « je suis une manière d'être à la vérité », c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de subjectivité. Il y a un ensemble de subjectivité qui va nous conduire à la vérité. Je reformule. La vérité devient une subjectivité et une expérience existentielle. La vérité devient une subjectivité et une expérience existentielle. Ce qui n'est pas l'habitude de ce que l'on entend, puisqu'on va chercher une vérité qui soit objective. Sauf que le dévoilement de l'être est individuel. Ce dévoilement de l'être par le travail que l'on en fait est en effet une manière d'être de la vérité. Autrement dit, il n'y a de vérité que pour autant que le sujet s'y engage. Je peux être en mesure de dévoiler cette vérité. Et ça incarne, ça adhère dans sa propre vie. La vérité est dans la subjectivité car elle est en rapport avec un engagement subjectif et singulier qui ne peut être que nous-mêmes. La vérité est dans la subjectivité, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, vous me suivez, où d'habitude on recherche une vérité objective, eh bien la vérité est ici dans la subjectivité car elle est en rapport dans un engagement subjectif et singulier qui n'est seulement possible que par les exercices qu'on a pratiqués auparavant. Face à la subjectivité de la vérité, il n'est pas exclu que l'on puisse imaginer plusieurs manières de vivre la sobriété. Il n'y en aurait pas qu'une. Et cela se comprend par le dévoilement de notre être, qui n'est pas similaire ou n'est pas duplicable d'un individu à l'autre. Évidemment, cela pose une question. Qu'est-ce qui alors nous ferait adopter la sobriété comme mode de vie? Et surtout, quels seraient les dispositifs? Et c'est là que notre rapport, non pas toujours fréquent mais régulier à la responsabilité, devient clé ici. La vision herméneutique de la sobriété révèle et active la responsabilité. En tant que telle, la sobriété ne cherche pas la limitation des ressources ou de la consommation comme fin. Elle invite à réorienter
notre rapport au monde, à soi-même, mais aussi aux autres. Autrement dit, on ne pourrait pas imaginer une sobriété dogmatique. Qui formulerait « voilà la sobriété » ? Qui formulerait « voilà votre mode de vie » ? Qui formulerait « voilà ». Seules les institutions morales peuvent faire ça, mais pas des institutions avec des individus libres. Donc on ne peut pas se conduire, on ne peut pas être conduit par un dispositif institutionnel ou moral. Forcément, on invite à réorienter son rapport au monde, à soi-même, vis-à-vis des autres. On engage la responsabilité, tout un chacun, de repenser ses choix individuels et collectifs à travers une éthique que l'on peut appeler ce qui est bon. Je vais m'expliquer. C'est en adoptant un comportement sobre que j'arrive à me relier à moi-même. Donc quand on parle de ce qui est bon, est-ce que c'est une Rolex qui peut être bon ou est-ce que c'est la lecture de l'heure, de l'horaire de manière vastement différente ? Parce que par cela va pouvoir apporter ou apparaître le dévoilement de mon être, une forme de vérité subjective, et cette adoption provoque une responsabilité. Elle m'élève. Elle m'élève à la responsabilité, que ce soit par exemple avec l'aspect de respondere, par exemple je surconsomme, respondere, vous savez, je le répète, c'est répondre de ses actes en latin. Eh bien, je surconsomme avec les conséquences que cela peut avoir, que ce soit pour s'engager. S'engager, c'est spondéo pour la responsabilité. Et l'idée ici est de me rendre compte et de rendre acteur d'une certaine situation qui doit changer. Par exemple la pollution, par exemple le climat. Ou encore, la responsabilité, c'est respondéo, qui veut dire en latin sommation. Et par exemple, c'est une obligation légale, c'est adopter un comportement de sobriété. Et dans l'ensemble de ces situations, nécessairement en jeu le rôle d'autrui. Je répète ce point qui est clé. Si l'on imagine la sobriété appuyée par la responsabilité, c'est forcément avec ces trois déclinaisons latines. Ces trois déclinaisons latines, 1. Respondere, je dois rendre compte de mes actes. Quand je surconsomme, suis-je en mesure de rendre compte de mes actes ? Deuxième déclinaison latine, spondeo, qui veut dire s'engager. Dans quelle mesure je m'engage dans une sobriété comme mode de vie ? Qu'est-ce qui doit changer ? Troisièmement, respondeo, troisième déclinaison latine qui signifie sommation. Et dans ce cadre-là, je suis dans une obligation légale. On m'oblige à l'être. Le rôle d'autrui est toujours clé ici. Et le rôle d'autrui est clé et fondamental parce que quand je réponds de mes actes, c'est forcément vis-à-vis d'autrui. Bien sûr, ça peut être vis-à-vis de moi-même, mais aussi vis-à-vis d'autrui. Quand je suis en train de m'engager, c'est vis-à-vis d'autrui. Et quand je reçois une sommation, c'est également vis-à-vis d'autrui. C'est-à-dire que la sobriété associée à la responsabilité que l'on a ne peut jamais être individuelle. Vous voyez à la fois la tension et le paradoxe que je suis en train de faire. On a une tension parce que finalement je suis face à autrui et je suis lié naturellement à autrui, mais je suis également dans une perspective où je la construis individuellement, qui était ma première partie. Emmanuel Levinas nous aide à avancer, car pour lui, la responsabilité n'est pas une idée que l'on développe à partir d'une réflexion rationnelle ou théorique, mais une expérience qui surgit dans la rencontre avec autrui. Dans son ouvrage « Totalité et infini », Emmanuel Levinas propose une éthique de la responsabilité radicale qui se dévoile toujours à partir de la relation à autrui, relation à l'autre. Cette responsabilité envers autrui, bien qu'elle soit élective, ne découle pas d'un choix conscient ou volontaire. Elle précède toute décision et toute réflexion. C'est très important parce que c'est à la fois complexe, un tout petit peu à comprendre, mais surtout à mettre en place. Il affirme que la rencontre avec autrui, plus précisément avec le visage de l'autre, impose immédiatement une obligation éthique. Vous me suivez ? La notion de sommation, la notion d'engagement, la notion de rendre compte de ses actes par rapport à une dimension de sobriété se construit individuellement, mais en même temps, elle est face à autrui pour pouvoir être mise en œuvre.
Eh bien, Lévinas nous dit pourquoi et comment. Je le cite ici. J'appelle visage ce qui, ainsi en autrui, regarde le moi, me regarde, en rappelant de derrière la contenance qu'il se donne dans son portrait, son abondant, son sans défense et sa mortalité, et son appel à mon antique responsabilité comme s'il était unique au monde aimé. Ce visage, en tant que tel, est dans une forme de vulnérabilité. Il y a une dépendance, une altérité. Quand on regarde le visage d'autrui, j'ai terminé la citation, quand on regarde le visage d'autrui, on a une altérité qui m'appelle et qui m'élie. Je n'existe que parce que l'autre me regarde et l'autre n'existe que parce qu'il me regarde. Autrement dit, on tombe dans une responsabilité qui est alors totalement infinie. La sobriété n'est donc pas simplement un renoncement basique à la surconsommation ou une réduction des besoins matériels. C'est avant tout une déliaison d'une partie de soi ou une disposition intérieure qui ouvre l'espace nécessaire pour accueillir autrui. Cela même que nous avons initié la sobriété par un retour à soi. La sobriété prend donc la forme d'une pratique éthique et limite la tentation, la tendance à l'appropriation, à la domination, à la violence. La sobriété ouvre un espace de réceptivité à l'autre, permet de répondre à l'appel éthique du visage. Ainsi, occasionne-t-elle une responsabilité entendue comme une prise en considération de l'autre, parce qu'à ce moment-là, on lui laisse la place. Et laisser la place à l'autre est possible par son visage, ça n'est possible parce que je comprends la responsabilité, et ça se comprend, cette responsabilité, à partir d'autrui, que j'ai quand même constitué individuellement. Ce mode de vie est à regarder également à partir des institutions. La sobriété comme mode de vie est une responsabilité qui, la responsabilité, si elle se reconnaît à partir d'autrui, commence toujours individuellement. La responsabilité est toujours individuelle, telle qu'elle s'est d'ailleurs construite, comme on l'a vu. Cela ne signifie pas pour autant que les institutions ne portent pas une responsabilité, notamment pour mettre en place le terreau de la responsabilité individuelle, pour la favoriser, la rendre plus aisée, quelles que soient les situations. On pourrait prendre l'exemple de la mairie du 18e qui nous accueille, par exemple, dans lequel l'institution mairie se met dans une disposition de mettre en place les conditions possibles d'une réflexion à partir de la sobriété. C'est un exemple. Ça rend évidemment plus facile, plus aisé, et on sait évidemment que néanmoins, même si les institutions peuvent aider, c'est l'individu qui lui est responsable. La plupart des gouvernements reposent toujours leur avenir, on le voit dans le quotidien, je n'ai pas besoin de citer le quotidien pour le voir, à partir de quoi? Leur budget, leur développement de croissance, leur taux de croissance, leur taux de consommation, où la cause environnementale n'est pas secondaire, mais elle n'est pas non plus prioritaire dans ses choix. L'exercice de la sobriété, entendu au sens de régulation, modération, tempérance, plutôt les éléments classiques communs, pas ceux que je viens de développer, peut justement néanmoins nous apprendre à comprendre que l'idéologie de la croissance continue est toujours illusoire. Autrement dit, que l'on n'arrive pas à formuler une articulation possible de cette sobriété dont je viens de parler avec une institution qui, elle, a un discours opposé à cela. Quand bien même, les exemples individuels ou ad hoc peuvent être différents. L'exemple d'une mairie, mais pas l'exemple d'un gouvernement. Dominique Bourg, qu'on a eu la chance d'entendre ici, et Philippe Roche, dans Sobriété volontaire, soulignent que la croissance du PIB, toujours réclamée, je le cite ici, ne tient pas compte du capital qui le conditionne, celui des ressources naturelles qui décroît depuis une soixantaine d'années et qui n'entre pas dans les compatibilités nationales, et qu'à l'évidence, il est impossible de croître indéfiniment dans un monde limité. Il est donc absurde de croire que la croissance peut être durable, c'est-à-dire possible dans la durée. Je finis la citation,
plus nos sociétés seront dépendantes de ressources vouées à se raréfier ou à disparaître, plus la chute sera douloureuse. Cela signifie qu'un changement de paradigme est nécessaire, et non seulement par les individus et la responsabilité, que l'on vient de voir et on sent des possibilités, mais qu'il porte, les institutions, une responsabilité pour qu'ils puissent porter cette idée ou cette avancée. Pour cela, on peut s'appuyer sur Paul Ricoeur. Paul Ricoeur évoque l'intention éthique à partir d'un réseau conceptuel en forme de triangle, et en prenant pour modèle 3 pronoms personnels: je, tu, il. Dans Soi-même comme un autre, Paul Ricoeur explique que ces 3 moments sont à la fois différents et liés ensemble. Viser de la vie bonne, c'est le pôle je. Avec et pour les autres, c'est le pôle tu. Et dans les institutions justes, c'est le pôle il. Il convoque ensuite, Paul Ricoeur, le terme de souci, qu'il applique aux 3 moments de la visée éthique. 1. Souci de soi, estime de soi. 2. Souci de l'autre, le tu, la sollicitude. 3. Le souci de l'institution, la justice. Le vivre bien ne se limite pas aux seules relations je et tu. Il s'étend naturellement, le vivre bien, à partir du il, ces institutions qui peuvent nous aider à mettre ça en œuvre. L'enjeu est alors de dépasser les relations interpersonnelles pour s'intéresser à ce qui nous lie les uns les autres au sein d'une communauté. Je, bien sûr, mais le nous. Cela indique que la sobriété doit être également pratiquée ou portée par les institutions, mairies, municipalités, régions, départements, associations étatiques, centres nationaux d'éthique, etc. Cela rejoint Bruno Latour lorsqu'il dit « Il faut écrire avec nous les humains. Cela passera par la loi et il faut bien des représentants qui sont des porte-parole. Le maire, la région, le philosophe, le viticulteur, les employés dans la région. » Fin de la citation. Cette proposition semble finalement enjoindre les questions de sobriété, de responsabilité, mais donc aussi le rôle des institutions, qui engagent les questions économiques, qui recoupent des enjeux d'innovation. Pour cela, il est intéressant de regarder aux modèles de prospérité alternatifs comme ceux de l'économiste britannique Tim Jackson dans son livre Prosperity Without Growth. Il s'inspire des modèles de théorie de Herman Daly, qui s'appelle The Steady State, sans pour autant abandonner l'idée de croissance en soi, et notamment parce que les pays développés doivent laisser aux pays les plus pauvres l'espace à leur développement. Si je suis suffisamment clair, vous comprenez cette notion importante de comment moi, à titre individuel, j'arrive à développer la responsabilité de la sobriété parce que je laisse la place à autrui, c'est-à-dire le visage de l'autre m'appelle à laisser la place et la responsabilité possible, eh bien ça n'est pas moins vrai au niveau d'un État. C'est-à-dire que l'État doit être en mesure de laisser la place à celui qui apparaît. Un continent africain, un continent indien, un continent X ou Y. Eh bien, chez Jackson, c'est ce que l'on voit. Laisser la place de se développer aux plus pauvres et l'espace nécessaire au développement. Il est toutefois devenu essentiel, selon Jackson, alors, de d'abord réduire les flux matériels, c'est-à-dire le volume des matières qui transitent dans le système économique, qui soient des matières premières, qui soient par exemple comme des déchets, par exemple, je peux prendre un seul exemple, qui est nos déchets électroniques qui finissent sur les plages du Ghana, pour ceux qui habitent en Europe, nos déchets vont dans ce pays-là. La transition vers une économie durable expose alors pour Jackson 12 recommandations. Je ne vais pas toutes les citer, mais très rapidement, les 12 recommandations sont établir les limites en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que l'on doit produire et faire en fonction d'une certaine limite, ce que, par exemple, la Chine arrive à faire dans une certaine mesure, instaurer une fiscalité écologique, investir dans certains nouveaux emplois, regarder les actifs et les infrastructures,
lutter contre les inégalités systémiques, renforcer le capital social, démanteler la culture du consumérisme. Tim Jackson ne propose pas moins des solutions clés qui sont, pour la France, intéressantes. Évidemment, la complexité de mise en œuvre, mais que l'on peut regarder néanmoins rapidement. Tout d'abord, l'application ne sera pas identique au niveau des différentes institutions. Les mairies, les départements, les régions sont toutes différentes. Pour les mairies, il s'agira par exemple d'orienter les politiques municipales vers la durabilité locale. Sur le plan de l'économie circulaire et locale, les municipalités pourraient favoriser la réutilisation des ressources, recyclage, réparation. Elles peuvent promouvoir aussi des initiatives locales, que ce soit des marchés locaux avec des producteurs locaux, avec des permacultures, les systèmes de covoiturage, par exemple. C'est également les jardins partagés au niveau d'une mairie, des coopératives d'énergie, des aides mutuelles. Plus haut, les départements. Entités administratives plus vastes, c'est l'application de la prospérité sans croissance qui peuvent avoir des versions différentes, que ce soit dans les énergies renouvelables, que ce soit les rénovations énergétiques, que ce soit les bâtiments publics et privés, que ce soit la mobilité des touristes par exemple, ou des tourismes doux, qui peut exister avec des logements éco-responsables, des sentiers. Sur le plan des services locaux, le modèle de Tim Jackson implique de valoriser des secteurs non liés à la consommation matérielle, santé, éducation, services sociaux. Et puis enfin, au niveau des régions, Tim Jackson expose qu'il y a des dispositions plus larges d'une capacité de planification stratégique, un modèle qui pourrait se traduire par l'encouragement de l'innovation avec des biodiversités et des citoyennetés différentes qui, elles, doivent rentrer dans une solidarité régionale. Concrètement, ces applications commenceraient par l'application de mise en place de régulations nationales, c'est-à-dire que les institutions doivent donner finalement l'exemplarité en imposant ce que pourrait être une limite des objectifs de croissance économique. On peut tout à fait imaginer la fixation d'un plafond de croissance de PIB à ne pas dépasser au regard des pays sous peine de sanctions économiques. Autre exemple, instauration d'un moratoire sur de nouvelles infrastructures productrices de croissance non durable. L'exemple à citer de manière très concrète, c'est ce qui se passe avec l'A69 par exemple, dans lequel il y a une discussion qui se passe, des débats qui se passent, dans lequel on sait de quel côté est le bon pour une vie plus sobre et une articulation plus écologique, ou en tout cas une diversité qui serait beaucoup plus grande d'un point de vue que ce soit de la biodiversité, mais que ce soit également des organisations très locales. Cela supposerait que toutes les institutions respectent les objectifs chiffrés, nationaux, en fonction de la taille, quelle que soit la situation économique ou sociale du territoire. Autre exemple, instauration de quotas obligatoires sur l'utilisation de ressources naturelles. Autrement dit, la question de la sobriété ne peut pas exister uniquement à partir de l'individu. Elle ne peut pas exister qu'au niveau de l'institution, mais c'est bien cette articulation en, je le résume ici, laissant la place à l'autre. Comment faire ? Un homme, ça s'empêche. Cette phrase est d'Albert Camus. Et on peut voir derrière ça cette forme de sobriété de la vie. Et c'est ce dernier temps que je veux développer avec vous ce soir. C'est au terme de cette troisième année aussi que Albert Camus peut avoir du sens dans notre réflexion pour ces séminaires ensemble. Peut-être que Albert Camus nous dit tout sur la sobriété. Alors vous auriez pu me dire, j'aurais pu commencer par là la première séance, on aurait vite terminé. Bon, mais bon, j'ai trouvé Albert Camus plus tard. Dans la première partie de son ouvrage, Le Premier Homme, qui s'appelle « Recherche du Père », le narrateur est Jacques Comrie. Je répète, évidemment, pour ceux qui ont déjà lu Le Premier Homme de Albert Camus, Jacques Comrie, il a le visage d'Albert Camus et rapporte ce qu'un vieil instituteur avait dit à Jacques du père qu'il n'avait pas connu. Henri Cormery faisait son service militaire au Maroc en 1905. Il avait trouvé un soir une sentinelle de son camp égorgée, le sexe enfoncé dans la bouche. Un peu plus loin, un autre soldat avait été mutilé et tué de la même façon. Henri avait dit que de tels assassins n'étaient pas des hommes. L'un de ses camarades
alors avait objecté que pour les Marocains, c'est ainsi qu'ils agissaient, et que de toute façon on était chez eux. Mais dans certains cas, un homme doit tout se permettre. Je cite ici. Khomri avait l'air buté, un air buté. Peut-être, mais ils ont tort. Un homme, ça ne fait pas ça. Levesque avait dit que pour eux, dans certaines circonstances, en effet, un homme doit tout se permettre et tout détruire. Mais Khomri avait crié, pris de folie furieuse, non, un homme, ça s'empêche. Voilà ce qu'est un homme. Ou sinon, 3 petits points. L'idée est ici de dire qu'un homme exprime son humanité en refusant certains actes. Je reprends l'expression, vous comprenez évidemment ici qu'on parle d'humain, homme, femme, peu importe. Quelle que soit la situation, que l'on soit au Maroc, en France, en Allemagne, en Algérie, mais peut-être que désormais on devrait ajouter Ukraine, Palestine, Israël. Il y a des choses que l'on ne fait pas quand on est un homme. Tel est l'axiome de la révolte contre le mal, un homme, ça s'empêche. C'est à cet interdit que l'on reconnaît la véritable maîtrise de soi. Comme l'on l'a souvent dit, et on avait détaillé cet élément-là de manière concrète, la tempérance. Quand Platon souligne que la tempérance est la maîtrise de certains plaisirs et désirs, il nous explique justement le « ça s'empêche ». Camus explore les notions de responsabilité individuelle et de justice. Il exprime ici une éthique de la mesure et du respect d'autrui. C'est aussi Camus dans le reflet de son combat contre la violence et la haine. Plus encore pour Camus, c'est trouver une réponse à l'absurde, une résistance face à l'absurde, dans laquelle l'individu choisit de vivre de manière authentique et mesurée en réfutant les illusions et les excès. Dans cette perspective, la sobriété est prise ici dans un sens de maîtrise de soi, des émotions, le « s'empêche » devient un acte de révolte contre le vide du monde, du chaos de la condition humaine. Ainsi, l'action de s'empêcher devient une affirmation de la liberté humaine et une démarche essentielle pour donner un sens à son existence. Face à l'absurde, incompréhensible et dépourvu de sens, Camus invite l'homme à répondre par une révolte active, fondée sur ce que l'on peut appeler, dans ce contexte, la sobriété de vie. Refuser de succomber aux excès et aux illusions consiste à faire preuve de son autonomie face à un monde absurde. Pour le dire autrement, c'est l'ado qui lance au visage de ses parents « je fais ce que je veux ». Eh bien non, justement, on ne fait pas ce que l'on veut. Dans le mythe de Sisyphe, Camus définit l'absurde comme le conflit entre la quête humaine de sens et le silence de l'univers, l'absence de dialogue entre les deux. Choisir la sobriété n'est pas s'empêcher parce que cela nous est demandé par Dieu, par une religion. Ce n'est pas s'empêcher parce qu'une loi nous contraint. Ce n'est pas s'empêcher parce que nous avons la nécessité pour survivre pour des raisons écologiques ou médicales. C'est s'empêcher pour affronter l'absurde. Ce n'est pas sans rappeler Socrate, pour qui la quête de vérité et de sens passe par une vie réfléchie et sobre, dans le refus des plaisirs immédiats. Une vie qui ne se donne pas de sens est alors une vie dénuée de valeur. L'autolimitation de ses désirs et de passions devient un moyen de résister à l'absurde et de s'engager dans une quête de sens et de vérité de la vie. Si la quête de sens chez Camus est une question de révolte contre l'absurde, c'est également une manière d'enraciner ses choix dans une réflexion plus profonde et plus particulièrement l'acte de s'empêcher, qui pousse à interroger le sens de ses actions et de ses décisions. La sobriété devient alors un choix éthique, une manière d'orienter sa vie vers l'équilibre et la mesure. C'est un engagement que l'on peut retrouver également dans La Peste, chez Camus, où l'action morale et éthique dans un monde absurde passe par l'engagement concret des individus envers les autres, justement, en ayant conscience de ses actions et de leurs conséquences. D'ailleurs, au début de La Peste, description d'Oran, qui insiste sur son caractère matérialiste, routinier. Et c'est l'arrivée de la peste qui met en évidence les limites de ce mode de vie. Elle force les personnages à se dépouiller des illusions ou des distractions superflues pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, notamment les relations humaines
et la responsabilité collective. Alors, pourquoi ne faisons-nous pas de la sobriété un mode de vie ? Si la sobriété n'est pas adoptée comme un mode de vie, c'est probablement parce que, je retourne à Illich comme en début de séance, nos rêves sont standardisés, notre imaginaire industrialisé, notre fantaisie programmée. Cette phrase est à la fois admirable et terrible. Nos rêves sont standardisés, notre imaginaire industrialisé, notre fantaisie programmée. Et cela ne s'engage pas dans un sens très optimiste. Si l'on s'arrête quelques instants sur l'évolution des sociétés qui se mondialisent, qui n'est pas moins, je ne l'ai pas développé, mais qui n'est pas moins important dans ce que j'ai dit auparavant. Je prends un exemple, celui de l'Asie. Un continent historiquement baigné de sobriété, par ses cultures, par ses traditions, par ses religions. Je pense au bouddhisme, l'hindouisme, le confucianisme ou le taoïsme. C'est tout de même près de 2 milliards d'individus cumulés qui viennent du bouddhisme, qui prônent le détachement matériel, ce qu'on appelle le juste milieu également, pour échapper à la souffrance, ou qui pratiquent le confucianisme, qui encourage la retenue et l'harmonie sociale, ou encore le taoïsme, qui célèbre la simplicité naturelle et la vie en accord avec le Tao, cette force universelle, ce chemin de vie qui invite à l'harmonie avec la nature, la simplicité et l'équilibre. Ces dernières décennies, et je prends naturellement l'Asie ou la Chine parce que l'on voit la progression justement de cette croissance, cette recherche de cette croissance, ces dernières décennies, les modes de vie qui sont désormais adoptés par ces populations d'Asie, c'est l'anti-sobriété. Il suffit de voir l'évolution des consommations, quelles qu'elles soient, technologiques, vestimentaires, alimentaires. Quand on regarde la production de viande, par exemple, dans des continents, des pays où la consommation de viande n'était pas forcément un mode de vie à proprement parler, et qui le devient, comme j'ai expliqué, comment un mode de vie peut exister et se développer. Eh bien, l'évolution des consommations de la production de viande multipliée par 5 depuis les années 60, c'est 50% de la production mondiale de viande qui est désormais en Asie. Quand on regarde la Chine, la consommation de viande par habitant a quadruplé en 40 ans, 65 kilos en 2022. C'est 20 kilos de plus en France et le double pour les États-Unis. C'est pas moins vrai pour la possession de biens, réfrigérateurs, téléviseurs, croissance, autour des voitures et autres, qui a augmenté de manière exponentielle. On se retrouve dans une incapacité collective mondiale à la sobriété, à la fois pour ceux qui veulent découvrir la croissance et pour ceux qui ont connu et qui veulent toujours continuer de connaître la croissance, en l'occurrence les autres pays, en l'occurrence nous. Eh bien pour nous, je cite Illich, la désaccoutumance de la croissance sera douloureuse. Elle sera douloureuse pour la génération de transition et surtout pour les plus intoxiqués de ses membres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des voies. Souvenez-vous de ce que j'ai dit, l'amnésie de l'abondance existe. Et puis, il y a la question de la place laissée à l'autre, par exemple à la Chine, si on cherche notre propre mode. Le problème, on le voit, c'est que la contamination de la mondialisation ou de ces problèmes de consommation et de surconsommation est partout sur la planète. Et si nous avons commencé nos premières séances il y a 2500 ans avec les Grecs, il semble que cette sobriété semble s'éteindre sur notre continent, mais également avec les sagesses d'Asie. Alors que faire lorsque l'on sait qu'une société que l'on pourrait dire conviviale, comme on l'a vu la précédente fois, impose pour ce faire, il n'y a que de la radicalité qui est nécessaire, un bouleversement. Mais forcément, cela rebute ceux qui voudraient une transition, qui voudraient une alternative, qui est toujours superficielle, ceux qui refusent de rompre avec le mirage séduisant de la consommation. Car compte tenu de notre situation, la convivialité nécessite transformation, exige un mode de vie fondé sur la sobriété qui nous amène à notre condition première, propre et individuelle de la responsabilité que j'ai développée avec vous. C'est Kant qui nous dit « Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. » Illich expose de cette manière. En Allemagne, je cite Illich, en Allemagne, le mot responsabilité n'est apparu dans les dictionnaires que dans les années 1920. Et il s'interroge.
Mais en quoi consiste cette responsabilité ? C'est un type particulier d'éthique qui consiste à me faire croire que l'on peut agir sur les choses dont je suis responsable. Ce qu'il est en train de faire, c'est de viser Ionas et son principe responsabilité. Puisqu'il ajoute « En prétendant que nous sommes responsables du monde, nous laissons également entendre que nous avons quelque pouvoir sur lui. Et dans cette conviction consistant à croire que nous devons poursuivre notre effort censément scientifique en vue de le reconstruire, nous augmentons notre besoin de croire. » Il s'adresse à des militants écologistes. « À moins que je ne sois fou, je ne peux être responsable que des choses sur lesquelles je peux agir. Et je ne peux m'empêcher de rire de ces gamins rassemblés par l'un ou l'autre de mes amis qui arpentent les rues d'une ville du Middle West en criant « Nous refusons le réchauffement de la planète. Nous sommes contre la pollution. » Danse de la pluie. Mais alors de quoi se sent-on responsable ? On ne peut se sentir responsable que d'éléments en faveur desquels on peut intervenir. Et c'est à ce moment-là que l'on s'empêche. C'est à ce moment-là que s'empêcher, c'est être responsable, et ça procède d'une même pièce. Responsabilité et empêchement, c'est la même chose. En s'empêchant, nous devenons responsables. La sobriété est constitutive de notre capacité à être responsable, à être d'une certaine manière dans le domaine de la raison, où nous cherchons à agir non en fonction de soi, même si c'est notre responsabilité première, mais en fonction d'autrui. C'est cette capacité à comprendre cette articulation qui se joue entre sobriété et responsabilité que l'on peut certainement penser à nouveau frais, de nouveau avec Kant. Les trois questions fondamentales de Kant. 1. Que puis-je savoir ? 2. Que dois-je faire ? 3. Que m'est-il permis d'espérer ? Mais celles-ci ne sont à ma disposition qu'à partir de ma capacité, finalement, à être autant sobre que responsable. Autrement dit, ces questions sont superfétatoires si elles ne procèdent pas d'un travail sur soi. C'est réussir à supplanter la création de besoins par la création camusienne de l'empêchement. Cette possibilité d'empêchement, dont les accointances sont évidentes, avec la sobriété matérielle, relationnelle, amoureuse, comme nous l'avons vu également, n'en passe-t-elle pas par un retour à la sobriété, mais également par la spiritualité ? Celle-ci n'est-elle pas la condition de réussite d'un mode de vie sobre, cette spiritualité ? Et pour revenir au cœur de notre propos, en arrivant vers la conclusion, n'est-ce pas la clé pour l'innovation ? Une innovation désormais ne se justifierait-elle pas désormais uniquement si elle est le meilleur moyen de parvenir à un monde plus sobre ? C'est transformer l'actuel si porteur d'une surconsommation à une perspective différente. Si l'innovateur, après un discernement par la spiritualité, considère que son innovation ne permet pas de transformer le monde plus sobre, alors ne doit-il pas s'empêcher, allant à l'encontre de la vertu, spiritualité que pourtant il peut rechercher. Une des difficultés majeures tient dans le fait que la sobriété n'est pas un état absolu, mais une vertu à cultiver. C'est un exercice spirituel à suivre. L'homme sobre, dans l'absolu, n'existe pas. Il peut être perçu de différentes manières, en fonction des temps, en fonction des espaces. Cependant, notre espace contemporain, à travers les écosystèmes, à travers les problématiques sociales, n'a jamais été autant à la demande d'une société plus sobre. En conséquence, de quoi l'innovateur doit innover, transformer, en fonction de cette nouvelle quête, et non seulement la maximisation du profit. Cela doit d'ailleurs toujours s'appeler innovation et innovateur. Il semble que oui, car comme on l'avait vu dans notre première année, dans notre historiographie, le terme existe depuis des siècles, mais sa signification évolue. Alors peut-être qu'il est temps de faire évoluer encore cette définition et l'écarter de la confiscation qui a été faite par Schumpeter, pour la repenser, incluant la responsabilité et la sobriété, en maintenant la notion si déterminante néanmoins de transformation. Ce penser de l'innovation est une réhabilitation de celle-ci au même titre que Simondon, dans Du mode d'existence des objets techniques, cherche une réhabilitation de la relation de l'homme avec la technique. Non pas en tant que simple outil de production ou d'exploitation, mais comme un processus d'individuation. Pour Simondon, l'innovation ne devrait pas être une fin en soi, mais un moyen de transformer notre rapport au monde de manière harmonieuse.
Je le cite, « La machine n'est pas une déchéance de l'homme, mais un témoin de son existence. Elle est une des modalités selon lesquelles l'homme progresse dans l'existence en se transformant en lui-même. » Ainsi, le processus nouveau que l'on suggère ici à partir autant de la sobriété que de la responsabilité et la spiritualité ne doit pas avoir pour finalité un profit, même si on ne l'exclut pas, mais une amélioration infinie du confort matériel, l'accomplissement plutôt de l'homme en le transformant. Pour conclure, et conclure notre année, je voudrais très rapidement, en quelques mots, montrer avec vous le chemin que l'on a pu faire, les articulations que l'on a pu faire pendant nos séances. Et tout d'abord, on a essayé de chercher ensemble, lors d'une première séance, ce que c'était que la sobriété. C'est bien plus complexe qu'une simple réduction de la consommation, et on l'a encore vu ce soir. C'est une modération volontaire, un contrôle de soi, une démarche éthique, et la sobriété dans son essence ne vise pas à limiter simplement les excès ou à répondre aux impératifs environnementaux, elle engage une transformation profonde de nos pratiques, de nos aspirations. L'association sobriété et innovation, que l'on peut qualifier d'innovation sobre, entre avec la notion de responsabilité, que l'on a soulignée en s'appuyant notamment avec une histoire philosophique de la sobriété qui commence avec Épicure. Une deuxième séance a approfondi l'idée de la sobriété par une transformation intérieure de soi, puisque j'avais noté dans cette séance-là la notion d'innovation de soi, et l'innovation de soi par le stoïcisme et le cynisme. La troisième séance a cherché à mettre en lumière le paradoxe d'une société où la technologie pourrait résoudre les crises qu'elle a elle-même générées. Et pour ça, on s'était intéressé plus particulièrement au technosolutionnisme, ou plus exactement à l'illusion de la technologie. Et pour ça, on s'était appuyé sur Adorno, Horkheimer, Derrida, pour souligner les ambiguïtés des technologies, à la fois remède et poison, et enfin en référence à Freud, où l'innovation a été décrite comme une religion moderne, une réponse à nos angoisses existentielles. La quatrième séance s'est arrêtée sur les liens historiques entre capitalisme et innovation, et regarder si, alors qu'il y a un lien entre les deux, si l'innovation a été le moteur de la croissance économique, elle a exactement fait l'inverse, ou plus exactement en tout cas exacerbé des inégalités, et face à ces dérives, une société émancipatrice est nécessaire. Pour ça, j'avais convoqué Rousseau, Howard Bowen, avec une finalité nouvelle de l'innovation, entre promouvoir la modération, intégrer les conséquences écologiques sociales. Enfin, je ne reviens pas sur la fois précédente que j'ai fait pendant ce début de séance aujourd'hui, où j'avais vu avec vous les questions de société conviviale. Cette année nous a permis de comprendre, en tout cas essayer d'avancer notre pensée, vers ce que pouvait être une articulation qui pouvait sembler paradoxale entre sobriété et innovation. À l'évidence, elles ne sont pas incompatibles. Plus exactement, elles peuvent se renforcer mutuellement lorsqu'elles sont abordées de manière différente. Si elles sont abordées avec un regard économique, à l'évidence, l'une et l'autre peuvent s'opposer. Mais ce n'est pas ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de regarder tant sobriété et innovation avec un prisme qui est celui de la philosophie de la responsabilité. Et cette dimension-là a été regardée en s'appuyant sur les différents auteurs qu'on a pu voir. À ce titre, je souhaiterais conclure avec le pape Léon XIII qui, dans sa première encyclique, avait noté quelque chose d'intéressant, et je le cite parce que Léon XIV, le nouveau, s'est appuyé sur cette encyclique il y a peu de temps, plus exactement même dans ses premières paroles. Léon XIII explique « La soif d'innovation qui depuis longtemps s'est emparée des sociétés et les tient dans une agitation fiévreuse, devait tard passer des régions de la politique dans la sphère voisine de l'économie sociale. » Je répète cette phrase importante. La soif d'innovation, on est Léon XIII, je répète. La soif d'innovation qui depuis longtemps s'est emparée des sociétés et les tient dans une agitation fiévreuse, devait tôt ou tard passer des régions de la politique dans la sphère voisine de l'économie sociale.
On note pleinement ce que l'on a déjà dit de très nombreuses fois sur l'agitation fiévreuse que génère l'innovation. Mais il y a un point mentionné qui m'a interpellé, un point mentionné que nous n'avons jamais abordé ou très peu. C'est l'aspect politique. La politique et l'innovation dans la politique et les politiques d'innovation. Comme je l'ai dit en début de séance, je suis à la moitié de ce séminaire et la deuxième partie, pour aborder les 3 prochaines années, à partir de janvier 2026, je vous propose justement ce thème, de la politique et de l'innovation. Et c'est important parce que 2026 sera une année d'élection, importante avec les municipales, et une année également importante parce qu'elle sera une année de transition, préparant finalement l'élection présidentielle suivante. Autrement dit, je me suis demandé si dans notre séminaire d'une philosophie critique de l'innovation, la question politique n'est pas une question fondamentale à être abordée sans écarter nos questions de responsabilité, de spiritualité, et ainsi nous préparer nous-mêmes pendant notre séminaire, à la fois pendant cette élection municipale qui nous concerne au premier chef, mais également pour nous préparer en regardant de manière critique la question de l'innovation et de la philosophie. Je vous remercie.